Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, l'UGTD et l'UTD célèbrent la fête du travail qui coïncide avec le 1er mai. Et enfin, dans l'actualité internationale, troisième jour des audiences sur la Cour internationale de justice sur les obligations juridiques d'Israël. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, je vous disais, à l'occasion de la fête internationale du travail, l'Union générale des travailleurs djiboutiens a organisé, c'est devant leur siège, une cérémonie commémorative en présence de son secrétaire général, M. Saïd Younis Ouaberi, des représentants syndicaux ainsi que de nombreux travailleurs venus réaffirmer leur engagement en faveur d'un travail décent. Eh bien, cette journée a été marquée par un message fort en faveur des valeurs de justice, d'équité, de dignité dans le monde du travail. Le 1er mai 2025 marque une nouvelle étape de mobilisation syndicale en faveur d'un travail digne, d'un dialogue social renforcé et d'un avenir plus juste pour tous les travailleurs. La fête internationale du travail célébrée chaque 1er mai trouve son origine dans le mouvement ouvrière du 19e siècle, notamment aux États-Unis, où des travailleurs se sont mobilisés pour revendiquer la journée de travail des 8 heures. Lien, un hommage aux ouvriers morts pour leurs droits. Le 1er mai a été choisi en 1889 par la Deuxième Internationale socialiste comme journée annuelle de mobilisation des travailleurs à travers le monde. Rappelons qu'aujourd'hui, cette journée est consacrée à la défense des droits des travailleurs, à la solidarité syndicale. Eh bien, sans plus tarder, écoutons le secrétaire général de l'UGTD. Profiter de cette journée symbolique pour tout le monde du travail et saisir l'occasion pour adresser à mon nom personnel, ainsi qu'au nom du comité exécutif de l'UGTD, nos meilleurs vœux de succès, de bonheur, de santé et de prospérité à l'endroit de toute la masse laborieuse djiboutienne, de l'ensemble du peuple djiboutien, sans distinction. Il convient de souligner que la masse laborieuse djiboutienne, s'inspirant de la solidarité légendaire insufflée par le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour la cause palestinienne, a démontré une fois de plus sa détermination d'exprimer ouvertement à son tour son soutien au peuple frère palestinien. Eh bien, ce jeudi 1er mai 2025, aussi, l'Union djiboutienne du travail a célébré la fête internationale du travail à l'hôtel Émilie, sous la présidence de M. Mohamed Youssouf, président de l'UDT, en présence de nombreux travailleurs syndicalistes et invités, sous le thème dialogue social, constructif, facteur de promotion du travail décent et du progrès social. C'est une occasion marquante pour souligner les luttes passées, actuelles des travailleurs. Les participants ont réaffirmé leur engagement pour améliorer les conditions des travailleurs, défendre leurs droits des salariés. Cette présence est un symbole de solidarité, mais aussi de la détermination des travailleurs à continuer à lutter pour un travail décent et plus juste, fondé sur l'équité et la justice sociale. La journée a aussi été un moment important pour rappeler l'importance de l'unité, du dialogue social, qui sont essentiels pour faire progresser les droits des travailleurs et garantir des meilleures conditions de vie. Un engagement renouvelé pour que chaque travailleur puisse bénéficier d'un environnement de travail respectueux et digne. Il a noté que cette célébration fait suite à la déclaration solennelle du ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, faite la veille du 1er mai. Dans sa déclaration, le ministre a souligné les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions des travailleurs, garantir une justice et une justice sociale pour les travailleurs djiboutiens. Sans plus tarder, écoutons l'un des membres du bureau de l'UDT. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos travailleurs ainsi que du monde entier. Comme chaque année, le syndicat de l'UDT célèbre en ce jour du 1er mai 2025 la fête du travail. En cette occasion, le président de l'UDT, le comité exécutif ainsi que les membres du syndicat présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité
à l'ensemble des travailleurs et travailleuses djiboutiens, ainsi que le gouvernement, les sympathisants, les organisations syndicales de base, les partenariats sociaux et notamment les patronats. Il est à noter que depuis l'infrastructure de notre chef d'État, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, à la magistrature suprême, la femme djiboutienne fait une avancée significative dans plusieurs domaines, tout en occupant soigneusement des places dans les hautes sphères de la nation djiboutienne. Les femmes djiboutiennes, sous la houlette de notre première dame, Mme Khadra Mahamoud Haïd, présidente de l'UNFD, revendiquent leurs droits sans relâche, quotidiennement et travaillent ainsi aux côtés de leurs hommes dans l'accomplissement de leurs devoirs afin de prendre part au développement du pays. Eh bien, écoutons le secrétaire général de l'UDT. Notre slogan de cette année pour la fête du travail du 1er mai 2025, des salaires justes pour un travail juste. Respecter les travailleurs, c'est respecter l'humanité. Chers camarades, nos précurseurs, nos héros ont mené de longues luttes sur les terrains sociaux infranchissables et se sont adonnés à des combats inégaux, mais justes contre les employeurs et les détenteurs du pouvoir public, au seul fin d'instaurer un monde du travail, de fixer les conditions minimales de vie des travailleurs et d'instituer les normes et les libertés du travail, à un mot établir le syndicalisme libre et souvent au prix de leur vie. Je peux toutefois vous assurer que la femme et la jeunesse djiboutienne de l'UDT sont plus que jamais déterminées à assumer, comme d'habitude, les rôles de premier plan. Je voudrais profiter de remercier notre ministre du Travail chargé et de la formalisation de la protection sociale pour son engagement sans faille et constant dans la quête de l'amélioration des conditions de vie de nos travailleurs et travailleuses. Sous l'impulsion de la politique éclairée du chef de l'État et chef du gouvernement, Al-Haji Ismail Omar Guelleh, notre pays vit au rythme d'une croissance économique stable et continue progressivement. Eh bien, nous avons avec nous Asma Aboubakar Moussa. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Eh bien, dans la déclaration du ministre Asma, le ministre avait souligné les efforts du gouvernement en matière pour améliorer les conditions des travailleurs et garantir une justice sociale pour les travailleurs djiboutiens. Qu'en est-il ? À la veille donc du 1er mai, coup de projecteur sur la fête du travail et les avancées sociales à Djibouti. C'est un discours attendu que le ministre du Travail chargé de la formation, de la formalisation et de la protection sociale a prononcé hier, donc à la veille de la fête du travail. Un discours qui fait à la fois le bilan des réformes engagées et trace les perspectives d'avenir. Parmi les annonces marquantes, la revalorisation des pensions minimales et la modernisation du Code du travail. Objectif, adapter le cadre légal aux réalités économiques actuelles tout en renforçant les droits des travailleurs. Le ministre a également salué la mensualisation des pensions, une mesure déjà en place qui vise à garantir une meilleure sécurité financière aux retraités. Autre priorité affichée, l'emploi des jeunes. En 2024, des milliers d'emplois ont été créés, grâce notamment au renforcement du rôle de l'Agence nationale pour l'emploi. Une réponse concrète donc au défi du chômage qui touche une large partie de la jeunesse. La sécurité au travail a aussi été au cœur du discours. Le ministre a appelé à une vigilance partagée entre employeurs et salariés pour garantir des conditions de travail dignes et sûres. Un discours qui se veut à la fois une reconnaissance des efforts accomplis et une feuille de route pour un travail décent et durable pour tous. Zoom à présent ce matin sur le sens du 1er mai. Savez-vous que la fête du travail est célébrée dans 163 pays à travers le monde ? Une date presque universelle qui trouve pourtant son origine aux États-Unis. Dans la ville industrielle de Chicago, retour en 1886, les ouvriers américains réclament une journée de travail limitée à 8 heures, une revendication qui débouche sur un mouvement de grève massif et qui vire au drame le 4 mai lors d'une manifestation violemment réprimée après l'explosion d'une bombe à Haymarket Square.
3 ans plus tard, en 1889, la deuxième internationale socialiste réunie à Paris officialise donc le 1er mai comme journée de lutte et d'hommage aux travailleurs. Depuis, le 1er mai symbolise les combats pour la justice sociale, les salaires équitables, la sécurité au travail et la limitation du temps de travail. À Djibouti, des avancées donc notables ont été réalisées dans ces domaines, même si les défis restent nombreux. Cette journée reste donc surtout un appel à la solidarité entre travailleurs. Elle nous rappelle donc que les progrès sociaux ont toujours été le fruit d'une mobilisation collective. Aujourd'hui encore, à l'heure des crises économiques, des inégalités persistantes et des transitions écologiques, la Journée internationale du travail porte un message fort, celui d'un avenir plus juste, bâti sur l'engagement et la solidarité. Le 1er mai donc n'est donc pas seulement un jour férié, mais un symbole vivant de la lutte pour la dignité, l'unité et les droits fondamentaux de chacun ce matin. Merci Asma Aboubakar pour toutes ces explications concernant la journée mondiale du travail qui coïncide avec le 1er mai. Et bonne fête à vous Asma Aboubakar. Autre actualité nationale, on rentre dans le domaine de la santé et sécurité ou dans un élan résolument courageux, protecteur. Le ministre de la Santé a déclaré officiellement la mobilisation sans précédent de l'inspection générale des services de santé pour inspecter sans délai ni concession l'ensemble des pharmacies, laboratoires d'analyse, cliniques privées et cabinets médicaux du pays. Eh bien, cette initiative incarne une volonté ferme, intransigeante de placer la santé des citoyens au cœur des priorités nationales en exigeant un bouclier impénétrable contre tout relâchement des normes de sécurité. Les équipes de l'IGSS, dotées des moyens renforcés agissant sous l'autorité directe du gouvernement, mèneront des contrôles rigoureux pour assurer du respect scrupuleux des règles d'hygiène de la chaîne du froid, des médicaments, de l'éthique professionnelle. Aucune entité publique ou privée ne sera épargnée par cette vigilance exemplaire. Les lois en vigueur récemment durcies pour refléter l'exigence populaire et de transparence seront appliquées avec la dernière rigueur, sans distinction ni passe-droit. Cette campagne historique n'est pas une simple opération administrative. Elle est le symbole d'un engagement solennel du gouvernement pour une santé juste, sûre et accessible à tous. En traquant le dysfonctionnement, en sanctionnant les fautes et en valorisant les pratiques exemplaires, l'État affirme son rôle de garant ultime de vie parce que la santé n'est pas seulement une marchandise mais un droit sacré. Le gouvernement assume pleinement sa responsabilité pour éliminer les risques et restaurer une confiance inébranlable dans notre système de santé. À ceux qui doutent de notre détermination, Clé Acte parle plus fort que les mots. Les inspections sont lancées, les comptes seront rendus, la justice sanitaire s'appliquera sans détour ni délai. Avant de passer à la déclaration du ministre de la Santé, l'appel à la prière, et nous reviendrons tout juste après. Eh bien, Sadaqallahu al-Adim, c'était l'appel à la prière. Eh bien, comme je vous le disais, lors de sa déclaration, le ministre de la Santé a annoncé que son ministère avait lancé une vaste campagne de contrôle et de suivi des établissements pharmaceutiques afin de garantir leur conformité aux normes en vigueur. Écoutons le ministre. Ces dernières semaines, les équipes de l'Inspection générale des services de santé du ministère de la Santé ont intensifié leur contrôle auprès des pharmacies de la place. Les pharmacies jouent un rôle très important dans la politique en matière de santé. Les médicaments ne sont pas des substances comme les autres. Ils sont souvent utilisés pour combattre des maladies et donc sont utiles pour la santé de population. Mais si ces médicaments ne sont pas utilisés à bon escient, si leur conservation, leur stockage ne sont pas réglementés, ils peuvent nuire à la santé. C'est pour ça que nous avons une unité de contrôle et de supervision au sein du ministère de la Santé et qui veille à l'application stricte
de la loi numéro 145 de février 1991 qui fixe les conditions d'exercice de la pharmacie en République de Djibouti. Après avoir effectué un certain nombre de supervisions et de contrôles auprès de ces structures privées, auprès de ces pharmacies, nous avons constaté beaucoup de dysfonctionnements. Je voudrais ici rappeler à tous les pharmaciens, à tous les propriétaires des pharmacies de la place, de respecter scrupuleusement la loi numéro 145 de février 1991. Cette loi précise toutes les conditions de fonctionnement d'une pharmacie et surtout, elle réglemente la commercialisation des médicaments et l'utilisation d'une pharmacie en République de Djibouti. Le ministère de la Santé souhaite que dans chaque pharmacie, il y ait un pharmacien. Le ministère de la Santé souhaite également que les pharmaciens respectent les conditions d'hygiène, les conditions de transport, d'acheminement, de stockage et des ventes et les prix des médicaments en République de Djibouti. Dans un second temps, le ministre a indiqué que le gouvernement assume pleinement sa responsabilité pour éliminer les risques et restaurer une confiance inébranlable dans notre système de santé. Réécoutons le ministre. Nous allons continuer. Les équipes de l'inspection générale des services de santé vont continuer à poursuivre leur inspection auprès des pharmacies de la place, que ce soit à Djibouti-Ville ou dans les régions de l'intérieur du pays. Nous avons également constaté ces dernières années, ou ces derniers temps, au niveau des réseaux sociaux, et surtout au niveau de TikTok, nous avons remarqué qu'un certain nombre de personnes commercialisent ou font la publicité d'un certain nombre de produits à usage dermatologique ou à usage comestible, mais ces produits ne sont pas indemnes de tout problème. Certains de ces produits contiennent des médicaments. Le ministère de la Santé alerte ici la population à ce qu'ils redoublent d'attention et qu'ils n'utilisent pas un produit qui n'est pas autorisé par le ministère de la Santé. Nous allons continuer à réguler, à contrôler tous les produits qui rentrent à Djibouti s'ils contiennent des médicaments. Les équipes de l'inspection générale des services de santé ont intercepté ces derniers mois des faux médicaments ou bien des produits à usage dermatologique ou des produits comestibles mais qui contiennent des médicaments. Nous avons, avec l'aide des services de les forces de défense et de sécurité, nous avons traduit les personnes qui ont fait introduire ces produits en République de Djibouti auprès des tribunaux de Djibouti. Je voudrais ici remercier les forces de défense et de sécurité, et en particulier la gendarmerie et la police nationale, qui nous aident au quotidien pour combattre ces fléaux et pour réguler l'autorisation ou l'admission des médicaments en République de Djibouti. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur ou dans le cadre du programme de retour volontaire des personnes en situation irrégulière en République de Djibouti, eh bien le ministère de l'Intérieur appelle les employeurs à s'acquitter des plus brefs délais des droits de ces personnes, à savoir les salaires et autres droits.
Par ailleurs, le ministère dément les informations relatives à la régularisation des personnes en situation irrégulière. Fin de communiqué. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où à Djibouti, il y a un colloque international sur la coordination entre les corps de contrôle dans l'espace francophone subsaharien s'est clôturé mercredi dernier à Aïla Grand Hôtel, organisé conjointement par la Cour des comptes et l'inspection générale de l'État en partenariat avec l'IDI. Ces colloques a mis la lumière sur l'importance d'une meilleure coordination entre les institutions de contrôle pour une gouvernance plus efficace et transparente. Un colloque international sur la coordination entre les corps de contrôle dans l'espace francophone subsaharien s'est clôturé ce mercredi dernier à Aïla Grand Hôtel. Organisé conjointement par la Cour des comptes et l'inspection générale de l'État en partenariat avec UDI, ce colloque a mis en lumière l'importance d'une meilleure coordination entre les institutions de contrôle pour une gouvernance plus efficace et plus transparente. Les participants venus de plusieurs pays africains et d'organisations partenaires telles que l'UDI, l'Union africaine, l'UGAD ou encore l'Afrosaï ont salué l'exemple djiboutien. Tous venus débattre d'une question cruciale: comment améliorer la coordination entre les institutions de contrôle pour garantir une gestion rigoureuse, transparente et efficace de ressources publiques. Ces colloques a offert un espace de dialogue entre pairs visant à identifier les perspectives de coopération à l'échelle régionale. L'ambition est claire: bâtir une feuille de route commune permettant de renforcer les synergies entre ISC, une feuille de route commune attendue à l'issue de travaux pour consolider les acquis et renforcer la coopération régionale dans le domaine du contrôle public. La cérémonie de clôture a été marquée par les interventions de Mme Ismahan Mahmoud, première présidente de la Cour des comptes, et Hassan Issa Sultan, inspecteur général de l'État et secrétaire exécutif du FUJ. Les deux personnalités ont insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts des institutions de contrôle dans un contexte de demande croissante de transparence de la part des citoyens. Eh bien, l'inspecteur général de l'État a souligné que ce colloque marque une étape importante pour renforcer l'efficacité de nos missions et bâtir une gouvernance plus éthique et plus performante. Écoutons-le. Cet atelier organisé avec la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État et l'IDI, un organe de l'ITOSAI, est un atelier qui va apporter, c'est un colloque international qui voit la participation de plusieurs participants de l'Afrique, de l'UMOA et de l'IGAD, ainsi de la Commission africaine, va parler sur la coordination des corps de contrôle dans l'espace francophone subsaharien. Nous pensons que c'est un thème très intéressant pour l'amélioration et la collaboration entre nos deux institutions, qui sont les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et juridictionnel, et qui nécessitent qu'on puisse en mettre en commun nos synergies pour un meilleur contrôle des deniers publics. Eh bien, la première présidente de la Cour des comptes de Djibouti, Mme Ismahan Mahmoud, a insisté dans son discours sur l'articulation entre la Cour des comptes et l'inspection générale de l'État, qui est un levier essentiel pour garantir une utilisation rigoureuse des ressources publiques. Écoutons-la. Ce colloque international a pour but d'identifier des synergies, d'engager des perspectives de coopération et de collaboration entre des organes, des corps, des institutions de contrôle des finances publiques qui opèrent dans le même espace. Si notre atelier régional clôturé hier s'inscrit davantage dans une relation de collaboration et d'échange d'expériences tissée dans le cadre de l'INTOSAI, mais je dirais de façon plus horizontale, ces échanges qui contribuent sans doute à améliorer l'efficacité de nos institutions, il convient de remarquer qu'un lien de collaboration dans le sens plutôt vertical s'avère très utile pour renforcer l'impact de nos institutions et organes de contrôle. En effet, le but ultime de l'exercice de nos missions de contrôle est de favoriser la bonne gouvernance au profit et au bénéfice de nos concitoyens. Cet objectif, partagé par tous les corps et institutions de contrôle, doit être l'élément central. Dans ce contexte, sachant que les ressources publiques sont de plus en plus rares, les exigences des citoyens quant à la reddition des comptes publics sont de plus en plus croissantes,
Notre périmètre d'intervention de plus en plus large, l'existence, je dirais, des missions de convergence entre les institutions de contrôle des finances publiques, de développer des liens de coopération et de collaboration sur le plan national me semble très utile et très importante. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions que je propose de l'écouter. Toujours bien d'avoir une passerelle où les différents organes vont échanger sur leurs rôles respectifs, vont échanger sur les synergies, à permettre donc de pouvoir réaliser plus de résultats parce que ce sont des organes qui sont complémentaires. L'ordre administratif est un organe de contrôle interne qui a des objectifs de prévention de la corruption, de la fraude, des objectifs de contrôle du système de contrôle interne. Et l'ordre externe également a des objectifs donc, de contrôle de la régularité donc, des comptes donc, de l'État. Autre actualité nationale, dans une atmosphère empreinte de joie et de fierté et d'émotion, l'école yéménite de Djibouti a organisé dans la grande salle du Palais du Peuple une cérémonie solennelle marquant la fin de l'année scolaire 2024-2025 et honorant la 34e promotion des élèves terminales baptisée Promotion Esprit d'Excellence. 70 étudiants placés sous le patronage M. Abdallah bin Moussalem Al-Soukherti, doyen des corps diplomatiques et ambassadeur du Yémen à Djibouti. L'événement a réuni plusieurs ambassadeurs de pays arabes ainsi que de hautes personnalités du monde éducatif institutionnel. Parmi les invités d'honneur figuraient M. Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Abdurraqib Mohamed Ali, directeur de l'école, ainsi que le président du conseil fondateur de l'école, Haj Abdurrahman Ahmed Taha. La cérémonie a également vu la participation de nombreux représentants des institutions partenaires et des sponsors dont le soutien constant a contribué de manière significative au succès de l'événement et à la poursuite du parcours d'excellence de l'école. Rappelons que l'événement a été parrainé par CAC International Bank et du groupe Abu Ahmed, établissement DECO, ainsi que Saba Africa Bank et l'établissement Wassel. L'ouverture a été marquée par l'interpellation des hymnes nationaux du Yémen, Djibouti illustrant les liens profonds d'amitié et de fraternité. Eh bien, comme je vous le disais, la mission noble nécessitant un engagement collectif et une fidélité constante, il a conclu en affirmant que la promotion, M. Abdurrahman Ahmed Taha a rappelé que je tiens à exprimer ma profonde gratitude, mon respect à vous tous, a-t-il indiqué, et en particulier vous, chers parents, pour les efforts considérables que vous avez consacrés à l'éducation, l'accompagnement de vos enfants, votre soutien constant a joué un rôle fondamental dans leur réussite. Un environnement familial sain à la fois sur le plan psychologique, social et base même tout succès. Recevez toute notre reconnaissance et notre estime. En conclusion, je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a fait la déclaration en incluant les conseils des parents sous la présidence du professeur Kassim, ainsi que toutes les personnes ayant contribué au succès de cette année scolaire. De son côté, le président du conseil fondateur a prononcé un discours. Il a souligné que l'établissement n'essaie jamais, non, plutôt l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, M. Abdallah Moussalem, a indiqué que cette école ne s'est jamais limité à un simple bâtiment scolaire, mais il constitue une véritable lumière de savoir, un pilier de l'éducation, ayant contribué à la formation des générations des jeunes conscients enracinés dans leur identité nationale. Il a ainsi a-t-il rappelé que depuis l'accession à la présidence, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'éducation a été placée au cœur du développement humain. Fondée en 1991, l'école a vu le jour avec un objectif clair, offrir un enseignement national de qualité alliant authenticité, modernité, répondant aux attentes des familles. Ainsi, un comité fondateur a été institué pour assurer les missions de soutien, de planification, fonder les reconnaissances aux membres du comité fondateur et aux membres du conseil. L'ambassadeur du Yémen a exprimé sa fierté et son admiration pour le rôle éducatif pionnier que joue l'école yéménite à Djibouti, saluant ainsi l'équipe pédagogique. Nous célébrons aujourd'hui la remise des diplômes et n'aurait été possible dans la conjugaison des efforts des parents, des personnes enseignants, des élèves
eux-mêmes. Cette occasion pour nous l'opportunité de rendre hommage à vos efforts à exprimer et marcher du travail avec compétence. Depuis sa fondation, il y a 34 ans, l'école islamique a déployé d'importants efforts, a-t-il dit. L'établissement d'excellence se distingue par son identité islamique et par un enseignement qui respecte la diversité des cultures. Ce rôle fondamental n'aurait pu être assumé dans le soutien attentif de la gouvernance avisée. Puis, le point culminant de la cérémonie a été la remise des récompenses aux élèves de la promotion Esprit d'Excellence, accompagnés des applaudissements enthousiastes du public et des larmes de joie et de fierté des parents. Ils ont reçu leur certificat ainsi que des cadeaux symboliques, un signe de reconnaissance dans une atmosphère solennelle marquée par l'émotion du passage d'une étape à une nouvelle ère pleine d'espoir, de promesses. La cérémonie s'est clôturée par une séance de photos, souvenirs, immortalisant ces moments historiques dans le mémoire de l'école, ses diplômés, comme un chapitre lumineux, livre de réalisation et d'excellence, rappelant que l'école yéménite de Djibouti réaffirme à travers cet événement mémorable son engagement indéfectible envers sa mission éducative, son désir constant de former des générations conscientes, compétentes, prêtes à porter le flambeau. Retour à Djibouti, où le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur le complexe de tir de la région de Khoron pour assister à un exercice militaire conjoint entre l'armée djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération chinoise stationnée à Djibouti. Chef, piquant en air. Faites devoir, mon général. Un piquet d'honneur composé conjointement des militaires djiboutiens et chinois. Le CMGA s'est ensuite installé sur l'observatoire prévu à cet effet, où il a suivi une présentation détaillée des objectifs des forces engagées et du scénario de l'exercice avant d'assister au déroulement de la manœuvre. Comme je vous le disais, l'exercice s'est articulé autour d'un scénario tactique, simulant une opération offensive en environnement semi-désertique, avec franchissement successif de plusieurs lignes de contact ennemies simulées. L'objectif principal était de tester la coordination interarmée, de valider les procédures d'engagement en situation de combat réel. L'action a été déclenchée par un tir d'artillerie lourde visant à neutraliser les premières positions adverses. Cette phase a permis d'ouvrir les axes d'approche pour l'entrée en action des unités blindées qui ont ensuite pris l'ascendant en menant une percée rapide à travers les lignes ennemies, simulées surtout et soutenues par le feu indirect continu. Tirez! Eh bien, rappelons que le tout s'est déroulé dans un strict respect, règles de sécurité, sous le regard attentif du chef d'état-major général des armées et dans un esprit de coopération exemplaire.
hebka ugu dhaartoon ogada xilsaaray Eh bien, ce communiqué qui nous est parvenu du consulat de Dirdawa, où dans le cadre des excellentes relations de coopération, d'amitié qui unissent la République de Djibouti à la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le consulat général de Djibouti à Dirdawa rappelle nos concitoyens que les consignes essentielles pour un séjour harmonieux et respectueux des lois du pays d'accueil. Eh bien, la circulation des véhicules touristes. Pour les automobilistes djiboutiens, il est essentiel de respecter les consignes suivantes. Autorisation de séjour des véhicules avant de pénétrer sur le territoire éthiopien. Veillez à demander une autorisation de séjour pour votre véhicule, valable jusqu'à 3 mois. Assurez-vous que la durée de séjour inscrite sur cette autorisation correspond bien à votre demande initiale. Eh bien, si la prolongation de séjour, en cas de nécessité, vous avez la possibilité de demander une prolongation avant la fin de la validité de la première autorisation. Tampons de passage. Vérifiez scrupuleusement que les tampons d'entrée et de sortie ont été apposés sur votre passeport lors du passage aux frontières. L'utilisation du véhicule, une tierce personne n'est pas autorisée à conduire votre véhicule pendant votre séjour en Éthiopie. Cette restriction vise à garantir le respect des règles locales relatives à l'usage des véhicules étrangers. Circulation des personnes. Les touristes djiboutiens sont invités à respecter les dispositions suivantes. Respecter les lois locales. Il est essentiel d'observer des lois et règlements en vigueur en Éthiopie. Ces démarches contribuent à renforcer les liens privilégiés entre nos deux nations. Tampons aux frontières. Lors du passage aux frontières, assurez-vous que votre passeport porte les tampons d'entrée et de sortie requis pour éviter tout désagrément plutôt. Eh bien, la durée de séjour gratuite de 3 mois. Les ressortissants djiboutiens bénéficient d'un séjour exempté de frais pour une durée maximale de 3 mois en Éthiopie. Sortie obligatoire avant expiration. Nous vous rappelons que vous devez quitter le territoire éthiopien avant la fin de cette période pour éviter toute pénalité administrative ou financière. Enregistrement à Dirdawa. Dès leur arrivée à Dirdawa, les Djiboutiens doivent s'enregistrer auprès du consulat pour toute assistance et information supplémentaire. Fin de communiqué. Toujours dans l'actualité nationale, dans un effort concerté pour lutter contre le phénomène croissant des vols à la roulotte, la brigade 345 de la gendarmerie nationale a procédé à l'interpellation. La brigade 345 de la gendarmerie nationale a procédé à l'interpellation d'un individu suspecté de l'auteur de plusieurs faits de vol. Ce dernier a été appréhendé suite à une série de plaintes déposées par des victimes décrivant un modus operandi similaire. Tard dans la nuit, les vitres de leur véhicule étaient brisées. Des écrans tactiles dérobés. Face à l'afflux des plaintes, l'ensemble des brigades de la compagnie 345 de Djibouti s'est mobilisé pour identifier rapidement le suspect grâce à des efforts coordonnés. La brigade 345 a pu localiser et interpeller l'individu dont les agissements étaient devenus une source d'inquiétude pour la population. Les perquisitions menées au domicile du suspect, mais aussi des receleurs présumés, ont permis de découvrir 14 écrans tactiles des véhicules qui avaient été installés sur des bus de transport en commun après leur vol. Ce matériel a été saisi et sera restitué à ses propriétaires. Rappelons qu'il est important de souligner que l'auteur présumé avait déjà été condamné pour des faits similaires par le passé. À l'issue de l'enquête, il a été déféré devant la justice pour répondre de ses actes. La gendarmerie nationale rappelle son engagement à assurer la sécurité des citoyens, à lutter sans relâche contre les délinquants. Nous engageons et nous encourageons les victimes et les témoins de tels actes à se manifester rapidement afin de faciliter le travail des enquêteurs. Et enfin, dans l'actualité internationale, la
plus haute juridiction des Nations Unies tient des audiences sur les droits et devoirs juridiques d'Israël alors que le système d'aide humanitaire de Gaza est au bord de l'effondrement. Myriam Mohamed. Les Nations Unies tient des audiences sur le devoir juridique d'Israël alors que le système d'aide humanitaire de Gaza est au bord de l'effondrement. Alors que le système humanitaire à Gaza frôle l'effondrement total, la Cour internationale de justice a entamé ce lundi une série d'audiences d'une semaine visant à examiner les responsabilités juridiques d'Israël concernant la facilitation de l'aide humanitaire aux Palestiniens dans le territoire occupé. Les audiences qui ont débuté le 28 avril et se poursuivront jusqu'au 2 mai font suite à une demande faite en 2023 par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'ONU a sollicité un avis consultatif de la Cour sur les obligations d'Israël au regard du droit international, notamment qu'après Israël a interdit à l'Office des secours et des travaux des Nations Unies d'opérer sur le territoire. Ces audiences se déroulent dans un contexte de crise humanitaire croissante à Gaza. Depuis le 2 mars, Israël restreint l'entrée de nourriture, de carburant, de médicaments et d'autres fournitures essentielles. Lors du premier jour, le représentant juridique de l'ONU ont ouvert les audiences suivies des déclarations de la Palestine, de l'Égypte et de la Malaisie. Aujourd'hui, la Cour entend à la plaidoirie de la Turquie, du Pakistan, du Panama, de la Pologne, du Qatar, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Russie, de la France et de l'Hongrie et de l'Indonésie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Et comme je vous le disais, bonne fête à tous.